Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce premier webinaire Advance sur l'organisation nomade. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter les fruits d'un travail qui a été réalisé par la société Advance, que je vais vous présenter dès à présent. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de travailler sur le bien-être, bien entendu, dans le contexte Covid et dans le contexte du travail à distance, et plus spécifiquement sur les aspects de la charge mentale. Bien sûr, je vous présenterai nos intervenantes et dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais avoir juste un temps de passage pour vous expliquer nous sommes. Advance, donc cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des organisations, transformer la stratégie typiquement en opération, organisation, pratique, processus et technologie de support de l'activité de l'entreprise. Et puis nous adressons l'ensemble des fonctions, les fonctions transverses et fonctions support de l'entreprise, pour les accompagner dans cette transformation. Premièrement, l'organisation nomade. Nous avons donc eu, lors de cette mise en confinement à la mi-mars, un premier réflexe qui a été de se dire, finalement, comment pouvons-nous faire pour que cette situation devienne une opportunité pour nous réinventer, ce qui fait partie aussi de l'ADN d'Advance. Et nous avons organisé un événement le 27 mars où nous avons mobilisé les 80 personnes membres et donc salariés d'Advance, fonctions transverses et support, aussi bien que les fonctions, bien sûr, de conseil qui sont en mission chez le client. Et nous avons réfléchi à un ensemble de problématiques que pouvait faire émerger le Covid. 18 fiches solutions en sont sorties. Il y a eu un vote par les collaborateurs. Et à partir du 2 avril, on s'est mis en posture vraiment d'agilité, une méthodologie Scrum qui a été employée. On était 7 volontaires qui avons travaillé à produire ce kit que nous allons commencer à déployer et à présenter au public à partir d'aujourd'hui. Ce kit se présente et se destine à 4 typologies d'utilisateurs. Aujourd'hui, nous allons particulièrement travailler et parler du collaborateur, donc vous et moi dans le quotidien. Le collaborateur, donc le chef de projet, le manager et l'entreprise. Et tous ces acteurs, mécaniquement, se posaient des questions du type, voilà, comment je garde ma productivité alors que je suis à distance? Comment je fais le distinguo entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle alors que je suis en télétravail? Il y a bien entendu d'autres problématiques et je pense que nous allons en parler aujourd'hui. Le chef de projet, lui, est bien sûr dans son objectif de delivery. Et puis le manager, lui, comment j'accompagne au quotidien mes équipes. Et l'entreprise elle-même, bien sûr, a ses propres problématiques. Donc, le kit va permettre de répondre à ces différentes questions. Un exemple de fiche, voilà, par exemple, le collaborateur, sur comment puis-je garder ma productivité et mon efficacité. Vous voyez, c'est un ensemble d'actions qu'on peut réaliser. Et à l'intérieur de ces fiches, on a des prérequis. Quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir travailler? Quelles sont les bonnes questions que je dois me poser avant d'adresser cette problématique? Et puis, d'éventuelles ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour améliorer ma productivité dans cette situation, par exemple. On a différentes fiches pour le chef de projet, pour le manager et pour l'entreprise. Mais venons-en à notre sujet du jour, la charge mentale et le travail à distance. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 2 intervenantes. Lisa Janson, directrice de Coganalyse, qui est ergonome et experte dans la charge mentale, et puis Solène Catherine, responsable des ressources humaines au sein d'Advance, qui a aussi, elle, collaboré à la construction de ce kit et apporté son éclairage et son expérience sur les sujets relatifs au travail à distance et bien entendu à comment on gère ce quotidien avec des gens qui sont en remote et qui peuvent se poser tout un tas de questions. Lisa, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, bonjour à tous, merci à Advance pour cette invitation. Donc effectivement, moi je suis chercheur en ergonomie cognitive et j'ai créé mon entreprise donc Coganalyse en 2018 par laquelle je propose aux entreprises des interventions, des conseils, mais aussi des formations et des conférences sur les problématiques qui touchent à la charge mentale au travail, dans le but de faire de la charge mentale, enfin de les aider à faire de la charge mentale un levier de performance. Donc, j'aborde des sujets comme comment détecter les signaux de la charge mentale, quelles sont les actions possibles en amont de la conception des postes, de la conception des tâches, mais aussi quelles sont les actions correctrices qu'on peut mener pour éviter les situations de surcharge et sous-charge.
Donc, tout ça dans le but d'améliorer le confort des collaborateurs au sein des entreprises, mais aussi, comme je l'ai dit, d'améliorer la performance des entreprises, parce que la charge mentale, c'est aussi ça. Merci. Solène? Oui, bonjour à tous et à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, je travaille dans la fonction, ressources humaines depuis, plus de 12 ans maintenant. J'ai eu l'occasion, de travailler dans divers, secteurs d'activité, taille d'entreprise et modes d'organisation. Après, 7 ans en tant que responsable ressources humaines, dans le secteur de la restauration événementielle, j'ai eu à la fois l'opportunité, la chance d'intégrer, Advance Consulting, depuis, octobre dernier et donc, je participe, à l'accompagnement et au pilotage en lien avec les associés de l'ensemble de la fonction ressources humaines. Je suis une pure généraliste de la fonction depuis maintenant plus de 10 ans et dans le cadre de mes diverses expériences et au cours de ces dernières années, j'ai eu entre autres à traiter des sujets en lien avec la charge ou la surcharge du travail et les problématiques qui en découlent, que ça soit d'un point de vue du collaborateur ou du manager. Et effectivement, comme Frédéric l'a soulevé en début d'échange, j'ai eu l'occasion et la chance de participer avec 6 autres collaborateurs au montage de ces fiches pratiques, puisque en plus le sujet est vraiment d'actualité aujourd'hui. Merci. Forcément, la question que se pose tout le monde, c'est qu'est-ce que c'est la charge mentale? Alors, est-ce que Lisa, vous auriez le plaisir et pourriez-vous nous honorer de nous donner les définitions de ce qu'est la charge mentale et en quoi c'est un élément important dans les situations actuelles? Alors, bien sûr, je vais vous donner non pas la définition de la charge mentale, mais une définition de la charge mentale, parce il en existe plusieurs, hein. Mais la charge mentale, déjà, c'est un élément qui comprend, c'est un construit qui comprend 3 éléments. Donc, le premier élément, alors, par contre, voilà. Alors, le premier élément de la charge mentale, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est un peu le socle de la charge mentale, la partie brute, la partie objective. C'est-à-dire que pour une tâche particulière, on va tous avoir à traiter le même niveau de charge cognitive. Donc, cette charge cognitive-là, elle va dépendre voilà, voilà, donc effectivement, elle va dépendre du nombre d'informations à traiter, donc combien d'informations d'une manière objective j'ai à traiter, mais aussi est-ce que ce sont des informations plutôt complexes ou plutôt simples à traiter, et quelle est la modalité par laquelle je vais la traiter. Hein, et ça va être très important, surtout en ce moment, parce que ce qui a changé ces derniers temps, c'est qu'on est passé à un mode de télétravail, donc la modalité de réception de l'information a changé. Alors qu'on avait avant plus l'habitude d'être en présentiel, de traiter les informations en présentiel, là maintenant on va devoir les traiter à distance et ça va changer un petit peu les choses. Ensuite, on a 2 éléments qui vont venir interagir sur cette base sur ce socle de charge cognitive et qui vont faire qu'on va être plus à même à supporter un niveau de charge plus important ou moins important et ça va être plus ou moins facile en fait. Donc, le premier, c'est la charge psychique. On en entend beaucoup parler par l'intermédiaire de toutes les mesures qui sont prises sur les RPS, les risques psychosociaux. Donc, la charge psychique, c'est la manière dont on va recevoir l'information. Et ça va dépendre de beaucoup de facteurs et notamment de facteurs individuels. Donc, par exemple, une personne qui est plus motivée, qui est pas fatiguée, qui est en forme et qui va être dans une ambiance de travail sereine et qui va être experte de son travail, va être à même à supporter un niveau de charge cognitive beaucoup plus important qu'une personne qui est fatiguée, qui manque de motivation et qui est perturbée par des éléments, par exemple, extérieurs. Et ensuite, on va avoir aussi un élément qui est très important, qui est la pression temporelle. La pression temporelle, c'est combien de temps on a pour faire une tâche. On ne va pas vivre les choses de la même façon si on a 3 minutes pour réaliser une tâche que si on a 3 heures. On ne va pas vivre les choses de la même façon si cette pression temporelle, elle est très fortement imposée par l'entreprise ou par soi-même que si on a plus de temps pour réaliser la tâche. La difficulté aujourd'hui, la difficulté en télétravail, c'est que, surtout en ce moment en période de crise, c'est qu'on est dans une situation où le télétravail n'a pas été demandé par les salariés, il a été imposé par une situation de crise.
On doit répondre à une crise, on doit répondre à une situation qui est déjà stressante à la base, et pour maintenir l'économie à tout prix. Donc le problème, c'est que déjà les entreprises n'étaient pas forcément équipées, forcément préparées pour faire face à cette crise, mais les salariés non plus. Les salariés, ils n'ont pas eu le temps de se faire à ce nouveau mode de travail à distance. Solène, Oui. qu'est-ce que ces points évoquent au niveau de l'action RH justement en général? Est-ce qu'ils sont pris en compte de manière systématique ou est-ce qu'on est relativement peu informé? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, avant tout, et Lisa l'a soulevé, c'est qu'effectivement, le télétravail, il s'est imposé à nous, dans cette situation, et alors qu'habituellement, il est choisi et non subi. La première chose qui est importante à avoir en tête, c'est qu'il y a des collaborateurs qui, de fait, ne sont pas habitués à travailler de chez eux, et donc ne sont pas habitués à avoir une situation de travail qui vient s'imposer ou alors, à minima, s'intégrer dans leur sphère personnelle. Donc, le télétravail ne s'improvise pas, il est géré ou vécu de manière différente en fonction des collaborateurs, de leur personnalité et de leurs propres enjeux, que ce soit des enjeux professionnels ou même personnels, notamment en période de crise actuelle. C'est-à-dire que l'entreprise doit à la fois être patiente et faire preuve de pédagogie pour accompagner le collaborateur qui, en fonction de qui il est et de sa personnalité, aura son propre rythme pour intégrer et mettre en application cette nouvelle méthode de travail. Ensuite, ce qui est extrêmement important à retenir, c'est qu'il faut impérativement maintenir et entretenir le lien social, même à distance. Effectivement, habituellement, quand on est en présentiel, on a l'habitude de prendre un café autour de la machine à café, de discuter avec des collègues qu'on croise dans un couloir. C'est extrêmement important de continuer à entretenir ces liens, que ce soit de manière collective d'ailleurs ou individuelle. Ça peut être par exemple l'organisation de morning meetings digitalisés tous les matins ou certains matins de la semaine, ne serait-ce que pour symboliser le démarrage de la journée. Ou ça peut être organiser des ateliers collaboratifs en sous-groupe via tous les outils digitaux que nous avons à notre disposition pour réfléchir sur des sujets internes, quels qu'ils soient. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de la période qu'on vit actuellement, le télétravail, il y a 3 points importants. La première chose, c'est que d'un point de vue de l'individu, il est important qu'il se connaisse et qu'il connaisse sa propre capacité de travail et son niveau d'attention. On n'a pas forcément les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes habitudes et ça nous permettra d'adapter nos journées. C'est aussi, en fonction de ces éléments-là, rythmer ses journées et surtout ne pas oublier de faire des pauses. On le dit souvent, les journées ne vont pas être rythmées de la même façon quand on est en télétravail ou en présentiel. On est très, très sollicité par les écrans et par les moyens de communication digitaux. Donc, faire des pauses régulières et surtout lâcher les écrans, c'est important. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à instaurer un juste équilibre, en tout cas le plus juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et en instaurant une frontière entre le professionnel et sa vie de famille, éventuellement, quand on en a une. L'individu, il doit aussi s'écouter et alerter. Et alerter pour alerter, c'est-à-dire qu'il doit être accepté de partager ses difficultés avec son management, malgré le fait qu'on soit dans un environnement où on est de plus en plus objectivé en permanence. Dire que ça ne va pas ou expliquer ses difficultés, ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Et au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, je pense qu'aussi il faudra, et je vais finir là-dessus, s'accorder plus de souplesse en fait dans la mise en place du télétravail. Ça peut être par exemple donner un peu plus le choix aux collaborateurs, en dehors de cette crise évidemment, d'adapter son agenda avec des jours de télétravail. Lisa, sur le point de la charge mentale, quelle est la composante sur laquelle on a le plus d'emprise finalement? Est-ce qu'il y a des actions, Solène nous a déjà donné quelques actions très concrètes sur lesquelles agir. Quelle est la composante sur laquelle on peut vraiment agir? Et est-ce qu'il y a quelques actions que chacun peut envisager de mettre en place, on va dire, dès la fin de ce webinaire? Bien sûr, alors, ce qui est intéressant donc avec la charge mentale, c'est qu'on peut agir sur les 3 éléments de manière distincte. Effectivement, comme l'a dit Solène, on peut agir déjà sur la pression temporelle qu'on s'impose à soi-même. Que la pression temporelle, elle est imposée par l'entreprise avec des délais, des exigences de délai, mais elle est aussi et surtout imposée par l'individu lui-même
et les technologies qu'il utilise qui produisent notamment une espèce d'injonction à répondre, hein. Comme on a les technologies pour, on est censé être toujours disponible, on n'a pas d'excuse pour ne pas répondre, hein. Donc ça, déjà, du point de vue de l'entreprise, ça veut dire qu'on peut communiquer aux individus ce droit, ce fameux droit à faire des pauses, ce droit à la déconnexion, et aider les individus à construire et co-construire des règles pour essayer d'adapter en fait la pression temporelle qui vont s'imposer à leur propre rythme de travail. Ça passe par des traitements des mails différés. Les individus, on doit être conscient du fait que quand on reçoit un mail, on n'est pas forcément obligé de répondre à la minute. On a le droit de ne pas être disponible et on a le droit de prendre le temps à la réponse. Et ça se discute, ça se travaille et c'est des actions qu'on peut mettre en place de manière individuelle et collective. On peut aussi, par exemple, il y a des personnes qui décident de ne pas traiter de mail pendant leur congé, qui préviennent évidemment tous leurs collaborateurs en disant que durant les congés, ils ne sont pas disponibles par mail. Et en rentrant de congé, ils effacent le contenu de leur boîte mail, enfin les mails non lus qu'ils ont reçus pendant leur congé. Ça peut être aussi une manière de faire comprendre et de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de s'imposer cette pression temporelle-là. Après, selon moi, la composante sur laquelle on peut vraiment agir et sur laquelle c'est rassurant parce qu'on peut le faire vraiment en amont dès la conception des postes de travail, c'est la charge cognitive. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à mettre la focale sur la charge psychique, alors que déjà en amont, dès la conception des postes et dès la conception des tâches, on peut agir sur la charge cognitive. Du coup, la charge mentale, c'est plus seulement une problématique liée à l'individu, mais c'est lié à l'entreprise et à la manière dont l'entreprise va communiquer les informations et va définir ses postes de travail. Et là, on peut vraiment parler de levier de performance. Donc, agir sur la charge cognitive, ça veut dire concevoir des tâches ou des postes de travail ou des outils et des environnements de travail qui prennent en compte les limites naturelles dans la capacité de traitement d'information des individus. Faut être conscient, cela en a parlé également, on a une capacité de concentration qui n'est pas illimitée, et prendre en compte ces limites-là, ça veut dire permettre à l'individu d'être au mieux dans la réalisation de ses tâches, quoi, dès le départ. On se donne les meilleures chances. Donc, Par concrètement, exemple, on sait que les interruptions dans la situation, dans la situation où on a besoin d'être concentré, elles sont très délétères pour le traitement de l'information. Donc, on va faire en sorte de limiter les interruptions. On peut aussi adapter la durée des réunions à la complexité des sujets à traiter, mais aussi à la modalité de présentation des réunions. On ne va pas avoir la même durée de réunion pour une réunion à distance qu'une réunion en présentiel. Donc, tout ça, ça fait en sorte, tout ça, ça participe à diminuer la charge cognitive imposée par les tâches et les postes de travail. Solène, lorsqu'on entend ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut concrètement proposer comme action là, à mettre en place dans son entreprise, ou pour ceux qui sont peut-être dans le conseil, je sais que dans nos auditeurs, on a des gens qui sont dans ces approches-là, mais du moins, quelles sont les premières actions qu'on peut mettre en place pour prendre en charge ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne des guidelines? Est-ce qu'on prépare, on forme? Quels sont les Oui, meilleurs oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, d'un point de vue individu, c'est arriver à se fixer des objectifs qui sont clairs, qui sont réalistes, réalisables, avec un rétro-planning qui est adaptable ou modulable à la situation, notamment dans la période de crise actuelle, et ça à partager avec le manager. C'est extrêmement important. Et avec des échéances, même si les échéances, elles bougent, ça permet vraiment de donner un guideline. Pareil, le collaborateur, il doit arriver à organiser et rythmer ses journées de travail plus, ou en tout cas différemment que quand il le fait en présentiel. Et surtout, il doit prendre en compte l'absence du non-verbal dans la communication à distance. Le non-verbal, c'est extrêmement important. C'est des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont généralement perçues par le collaborateur ou les collaborateurs que nous avons en face de nous, ou les managers, peu importe. Et donc, il doit avoir conscience que le non-verbal n'existe pas ou existe peu dans la communication à distance, et qu'il doit apprendre à verbaliser différemment ou
davantage ses difficultés, ses doutes, ses craintes, ses états émotionnels pour que le manager puisse en tenir compte. Côté manager, évidemment, c'est apprendre ou en tout cas développer ses compétences et ses connaissances sur le management à distance. Le management à distance, une des particularités, c'est que la communication est différente. Lisa en a parlé. La communication est différente, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire généralement sont favorisés des échanges plus courts mais plus réguliers avec son collaborateur de manière individuelle. C'est organiser évidemment des points collectifs précis, concrets, concis, qui généralement ne doivent pas dépasser entre 30 et 45 minutes. Alors après, évidemment, ça, c'est adaptable en fonction des situations et des sujets. Mais c'est également changer ses habitudes dans la façon de mener ses réunions. Aujourd'hui, profitons de cette période pour utiliser les outils digitaux ou les nouvelles méthodes de réunion qu'on a à notre disposition pour dynamiser différemment nos points d'échange. Et côté entreprise, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la sensibilisation sur le droit à la déconnexion, Elisa en a parlé également, c'est à continuer à aller un peu plus loin, aller dans une autre démarche et vraiment réfléchir à mettre en place des règles, des principes qui vont au-delà de la sensibilisation. Donc, ça peut être effectivement, je n'envoie plus de mails du vendredi soir au lundi matin en fonction des secteurs d'activité. Ça peut être, je coupe ma boîte mail pendant un temps donné au moment où je traite un autre sujet. Et enfin, c'est aussi important de écouter et être alerté, accompagné sur un sentiment qui peut être vécu aujourd'hui par certains des collaborateurs sur j'ai l'impression d'être moins efficace et du coup avoir un sentiment de culpabilité par rapport à ce sentiment-là. Et ça, c'est extrêmement important que les managers et l'entreprise l'entendent pour pouvoir les déculpabiliser et les accompagner dans une période qui est pas facile pour personne. En effet. Si on écoute bien vos suggestions l'une et l'autre, une des conclusions, c'est qu'il faut faire voler en éclats certains dogmes du productivisme, du taylorisme, voilà, les visions plutôt décalées aujourd'hui de l'entreprise, qui ne sont plus vraiment en phase avec ce modèle-là. Et c'est aussi, bien sûr, l'impression du multitasking, Lisa. Oui, tout à fait. C'est vrai que s'il y a bien une chose qu'on peut remettre en question là, enfin qu'on remet en question là aujourd'hui grâce aux recherches sur la charge mentale, c'est la capacité de l'être humain à traiter plusieurs tâches en même temps. En fait, plutôt que traiter plusieurs tâches en même temps, donc de faire du multitasking, ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, on va, quand on a plusieurs tâches à réaliser en même temps, on va passer sans arrêt de l'une à l'autre et créer comme ça des micro-interruptions donc, qui vont nous rendre totalement inefficaces dans la réalisation de l'une et l'autre des tâches et qui vont faire en fait que quand on passe d'une tâche à l'autre, plutôt que d'abandonner totalement la tâche précédente, on va la garder un petit peu en arrière-plan. On va la continuer à la traiter de manière un petit peu inconsciente. Et ça quand ça devient chronique, quand on commence à accumuler au fil de la journée toutes ces petites tâches qui sont commencées mais pas terminées et qui sont sans arrêt interrompues, eh ben, ça va nous mener à des situations de surcharge assez rapidement. Donc, le multitasking, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui rend les individus inefficaces et il faut en avoir bien conscience. Donc, ce qu'il faut, et en plus, Solène elle a évoqué un petit peu aussi, c'est qu'avec ce type de comportement et ce type de façon de travailler, on va arriver à la fin de la journée avec plein de tâches qu'on a commencées mais pas terminées. Et donc, on va perdre un petit peu le sens du travail qu'on a fait. On va avoir l'impression de n'avoir rien fait de sa journée. Et donc, ça va augmenter, là, cette fois-ci, la charge psychique de l'individu. Donc, déjà, on a un individu qui n'est pas efficace, mais qui, en plus, va avoir l'impression de l'être encore moins. Et c'est ça qui va finalement mener à des situations de surcharge. Alors donc, là, il faut être très... Oui. oui. Il faut être très attentif enfin, il faut être très conscient de cette limite-là. Donc c'est vrai que ça encourage encore un peu plus de rigueur aussi individuelle et puis une sensibilisation accrue par le management, par l'entreprise, de comprendre que voilà, il y a des façons de faire. Là, j'ai mis volontairement en visuel une des fiches de notre kit, l'organisation nomade, hein. On voit typiquement l'organisation type, comment je suis productif, comment je suis efficace, ce qui va me permettre de libérer aussi ma charge mentale et d'être
le plus serein dans la façon dont je travaille. Nous, on est assez familier pour certains des méthodologies, par exemple, le Getting Things Done, le Pomodoro, la technique de la tomate, hein, où on prend des séquences de 20 minutes de travail, où on coupe toutes les notifications, tous les éléments qui nous dérangent, et puis on prend un break d'une minute, 2 minutes, et on séquence en 4 séquences de 20 minutes de travail avec des breaks, et puis on fait un break plus important à la fin de ces 4 séquences. Ça, c'est vrai que ça peut être des choses extrêmement concrètes et utiles à utiliser pour se réorganiser. On a encore 5 petites minutes devant nous. Pour ceux qui sont avec nous, vous pouvez poser des questions éventuellement. Vous pouvez trouver dans l'interface, poser des questions. Donc là, vous avez le temps, on a encore 2 petites minutes pour poser les questions. Donc je vous laisse éventuellement ouvrir les questions, puis je les distribuerai à Solène ou à Lisa. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quels seraient les éléments qu'on… Là, j'ai un décisionnaire qui me dit, OK, bon, c'est très bien, j'ai compris la charge mentale, c'est important. Moi, maintenant, c'est quoi la première chose que je fais à la sortie de ce webinaire? Solène? Alors, la première chose, je pense que c'est prendre l'ensemble, un certain nombre d'éléments qu'on a fournis avec Lisa, et c'est de se dire de quoi mes collaborateurs ont besoin. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, j'arrive à maintenir et à entretenir le lien social? Quelles sont les attentes, leurs doutes, leurs difficultés? Qu'est-ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ce qui fonctionne, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à créer ce lien, à maintenir la motivation de mes collaborateurs, et à faire en sorte qu'ils puissent se sentir, malgré le contexte, malgré le fait que parfois ils soient pas habitués à travailler de chez eux, à être motivés, sereins et se sentir accompagnés. Lisa, vous êtes ergonome. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette expertise et ce savoir-faire que vous avez, est-ce que là, il y a typiquement une première action liée à votre expertise qu'un chef d'entreprise, un manager, ou même vous et moi, en tant qu'individu, pouvons faire immédiatement? Oui, alors le propre de l'ergonomie, c'est de replacer l'homme au centre d'analyse. Et ça passe, comme on l'a dit, par connaître l'homme et les limites de ses capacités. C'est-à-dire que, en fait, analyser le travail du point de vue en mettant vraiment l'homme au centre et reconcevoir à la fois les tâches, les postes de travail, les modes de management en fonction de ce qu'on connaît de l'homme, c'est finalement donner les meilleures chances pour l'entreprise d'améliorer à la fois le bien-être de ses salariés et sa performance. Donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment de mettre l'homme au centre dans ses analyses. Après, c'est sûr que, comme l'a dit Solène, pardon, ouvrir le débat sur le sens qu'on donne à son travail, sur la façon qu'on a de travailler, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il il faut pas hésiter de consacrer des meetings, des réunions où on invite vraiment les salariés finalement à communiquer uniquement sur leur façon de travailler. C'est un peu ce qu'on fait c'est un peu ce qu'on fait de manière naturelle autour de la machine à café. Et là, c'est un peu ce qui va manquer aussi dans le travail à distance. Il ne faut pas hésiter à ouvrir le débat sur le sens qu'on donne à son travail et sur la façon de travailler. Parfait. Écoutez, notre webinaire va toucher à sa fin d'ici peu. J'ai eu une question qui me demandait éventuellement si on pouvait réentendre ou revoir les 20 minutes. Bien entendu, tout va être enregistré, mis en disponibilité sur notre chaîne YouTube. Et bien entendu, ceux qui se sont inscrits bénéficieront du lien pour aussi aller visiter notre kit. Je vous remercie infiniment, Solène et Lisa, pour vos propos. Nous aurons l'occasion, j'espère, de nous recroiser prochainement. Pour les gens qui ont assisté à ce premier webinaire de notre série, notre prochain webinaire aura lieu donc le 2 juin, 13h30. Et cette fois-ci, nous adresserons plutôt le sujet du chef de projet et spécifiquement l'agilité, la gestion de projet en contexte de travail à distance. Merci à vous deux, merci à nos auditeurs. Une très bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.